Bonjour Maurice Signolet. Bonjour. La police ne peut pas tout, c'est donc ce qu'a déclaré ce matin l'ancien ministre et actuel préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La police ne peut pas tout, bien sûr. Il est évident que, surtout en ce qui concerne la délinquance des mineurs, on se rend bien compte qu'il y a eu des carences éducatives très fortes qui font qu'aujourd'hui, on a bien du mal à endiguer cette violence que l'on retrouve à peu près partout. Et donc, c'est plus une mise en cause sociétale qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que s'interroger comment en est-on arrivé là, comment se fait-il que toute une jeunesse se retrouve dans une démarche de réification, c'est-à-dire que l'autre n'existe plus dans sa dimension humaine. Et on en arrive. Et Éric Delbecq parlait hier à votre place de la montée en puissance d'un phénomène qui est la sociopathie. Oui, tout à fait. La sociopathie, elle est aujourd'hui évidente, mais elle remonte de très loin. Vous savez, je crois qu'il faut s'interroger sur les courants philosophiques, philosophico-culturels, médiatiques, etc., pour ne pas dire du monde des saltimbanques, qui nous a beaucoup influencés. Il faut remonter au développement du surréalisme d'André Breton, plus tard. À ce point-là. Oui, plus tard à Kierkegaard, etc., qui a érigé l'individu en finalité extrême, si vous voulez, en oubliant que les individus, ils étaient faits uniquement de leur consubstantialité avec les autres. Et donc, petit à petit, par ruissellement, on en est arrivé à ce que le philosophe Lipovetsky appelle le procès de personnalisation, c'est-à-dire que on interprète les us et coutumes, les règles, les lois, etc., à l'aune de sa vision personnelle, qui peut être faite de fantasmes, etc. Petit à petit, au bout de 40, 50 ans, ça a ruisselé à l'égard de toute une population qui était très marginale au début, mais qui aujourd'hui est totalement omniprésente. Et ce qui fait que... Pardon, Maurice, c'est passionnant et très intéressant ce que vous dites, mais les petites frappes qui... par exemple, violent des octogénaires ou agressent sexuellement des octogénaires, comme on l'a vu récemment en Belgique, n'ont pas forcément lu toutes André Breton ou Kierkegaard. J'entends bien. Je dis simplement qu'ils sont la résultante d'un courant qui, par démocratisation, a été vers ces excès de libéralisation à l'extrême de tout. Vous savez, chez l'adolescent, le cortex préfrontal ne se développe que très lentement. Ça peut aller jusqu'à 18, 20 ans, parfois même au-delà. Je ne sais plus qui avait donné cette définition du mot éducation, educare, qui en fin de compte, la désinence latine voudrait dire c'est sortir ce qu'il y a au fond de toi. Et donc, donner ce qu'on appelle, ça a donné après lieu au mot éducation qui permet même d'élever. Tout ça a beaucoup disparu. Est-ce que la montée en puissance de la violence des mineurs est l'un des aspects de la dégradation sécuritaire et même du métier policier que vous racontez au fil de vos pages? Oui, d'ailleurs, vous avez vu, mon titre est un petit peu provocateur, en disant « La police ne peut plus rien pour vous ». J'ai voulu simplement... C'est très rassurant. C'est pas que c'est rassurant, je veux interpeller le lecteur, au lecteur de décrypter, en fin de compte, au fil de la narration. Vous savez, habituellement, les commissaires de police, quand ils écrivent un livre, c'est toujours pour parler d'une affaire retentissante qui avec bonheur, les aurait mis en lumière. J'ai connu des affaires comme ça, mais je me suis bien gardé. J'ai raconté toute ma vie, mes 40 ans de police, du premier jour au dernier jour, pour montrer à quel point en faisant l'examen du temps long, on pouvait voir l'évolution de la société, mais également l'évolution sociologique de la police. Et vous avez eu un petit peu en tout cas la démarche un peu qu'avait eu Bertrand Tavernier avec son film L627 sur la situation dans un commissariat de police qui était un film, presque un film reportage. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Qu'ont inspiré l'ancien de la brigade des stupes que vous avez été, c'est les attaques contre les prisons auxquelles nous avons assisté cette semaine. Alors,
je suis à la retraite, donc je suis libéré de mon devoir de réserve. Mais il n'empêche. Et vous n'êtes plus au STUP depuis 1995. Oui, tout à fait. Mais enfin, j'ai encore beaucoup de contacts. Et il n'empêche que j'ai quand même quelques réflexes institutionnels et je fais attention il faut laisser le temps à l'enquête de s'établir. Ceci étant, je resterai quand même extrêmement inquiet. Parce que ce que j'espère que au cabinet ministériel on en prend conscience d'un risque d'hybridation entre deux mondes, un monde peut-être un groupuscule d'extrême gauche et un monde délinquant qui, ayant une convergence d'intérêts, ne puisse se retrouver dans une convergence stratégique. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète un peu. Alors l'enquête déterminera s'il s'agit d'un groupuscule. Vous pensez que des groupuscules d'extrême gauche peuvent s'allier avec des narcotrafiquants ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a eu des précédents, les Brigades Rouges, la bande Abadère, etc., etc. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Ils avaient fait alliance avec le crime organisé ? C'est-à-dire qu'ils avaient recours au monde de la délinquance, énormément. Mais là, ce qui m'interpelle, je vous dis, c'est la convergence de deux causes qui se rejoignent. Les narcotrafiquants qui se rendent bien compte qu'il y a quand même un discours, pour l'instant, un discours plus autoritaire qu'il n'était ces 40 dernières années, et de l'autre, un courant ultra-gauche qui veut la destruction de la société. Et j'ai peur que l'un comme l'autre se disent à un moment donné, mais pourquoi pas envisager une hybridation de nos stratégies pour arriver à une certaine conclusion. C'est une analyse, c'est un point de vue. Pour l'instant, est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens ? Du tout. C'est mon analyse de vieux poulet. C'est vous que je me permets d'évoquer devant vous. C'est ma crainte. Ouais, c'est ma crainte. Alors, grâce à Dieu, j'espère que l'enquête démontrera qu'il s'agit d'un groupuscule un peu excité. Ce qui m'interpelle, c'est la stratégie appliquée en une seule et même journée, des points différents sur l'ensemble du territoire. Ça montre qu'il y a une stratégie, une orchestration, quand même. Alors, ça montre qu'il y a une stratégie, ça montre qu'il y a une orchestration. Est-ce que vous pensez que des narcos, que le crime organisé, pour organiser qu'il soit, est capable de concevoir une stratégie fondée sur une simultanéité d'attaques, comme on a pu le voir dans des attaques, parfois des attaques terroristes? Ça, non. Mais je pense que, comme je viens de vous l'expliquer, la convergence des intérêts peut faire qu'à un moment donné, il y ait une hybridation, qu'on se rencontre les uns les autres et qu'on mette sur pied des stratégies particulières. C'est ça mon inquiétude. Qu'est-ce qui a changé depuis la période 1990-95, époque à laquelle donc, vous étiez à la brigade des stupes, dans la lutte et dans l'explosion du phénomène de la drogue? Alors tout a changé. Prenons les règlements de compte. Auparavant, il pouvait arriver qu'il y ait des règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants, mais c'était lié à des enjeux d'argent. Je m'explique. Lorsque la délinquance traditionnelle s'est mise dans le trafic de stupéfiants, elle avait ses règles et très souvent il n'y avait pas d'implantation territoriale. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se regroupaient entre eux pour avoir le maximum d'argent, vous voyez, pour pouvoir acheter de la drogue et ensuite se le redistribuer. Les contentieux, c'était sur ceux qui avaient pris de la drogue, qui n'avaient pas payé leur somme, etc., leur contribution. Aujourd'hui, ça je vous parle dans les années 90, aujourd'hui c'est différent, c'est des enjeux de territoire. C'est-à-dire que là, on se bat pour des territoires. On voit d'ailleurs qu'il y a une atomisation d'ailleurs. On voit des villes comme Rennes, Nantes, des villes de province qui auparavant n'étaient pas touchées. Il y a là des enjeux de pouvoir de territoire, d'emprise de territoire. Il y a énormément de trafiquants marseillais qui vont envoyer des éclaireurs à Rennes, à Nantes, à Limoges, etc. Et qu'est-ce que vont chercher les trafiquants marseillais à Nantes, à Rennes, à Limoges ? À étendre leurs points de vente. Vous savez, c'est uniquement ça. C'est de la marchandisation. C'est une économie. Elle est parallèle, soit, mais cette économie bien réelle. C'est près de 7 milliards d'euros par an. Est-ce qu'il est encore possible de se battre contre ce phénomène ? Alors, en l'état actuel des moyens dont on dispose, qu'ils soient procéduraux, policiers, pénaux, etc., non.
Non. Je crois que on arrive un peu en queue de comète. J'évoquais tout à l'heure André Breton et Kierkegaard. Je crois qu'on arrive un peu en queue de comète d'une société qui n'a pas pris la dimension du réel. Une société très disruptive. J'ai l'impression même qu'en 40 ans, on a détruit près de 1000 ans d'histoire. Vous voyez ? Et donc, il y a eu un glissement de l'appréhension pénale, par exemple, surtout avec Marc Ancel, ça remonte assez loin, même des fois à Saint-Fargeau, et qui a repréciser qui est. Alors Saint-Fargeau était un des constituants de la Révolution française. L'histoire n'a retenu son nom que pour donner le nom à une station de métro, je crois, à Paris. Mais déjà à l'époque, il parlait de réinsertion, qu'il ne fallait plus expier la faute. Il voulait supprimer la peine de mort, etc., etc. Les constituants ne l'ont pas suivi. Ils l'ont suivi plus tard. Voilà, pour la peine de mort. Voilà. Mais je crois qu'on est un peu en queue de comète. On avait une appréhension on considérait on est passé d'une justice du fait à une justice de l'auteur. Vous voyez, la nuance est importante, puisqu'on a pris en considération uniquement l'auteur dans son parcours. Oui, c'est comme ça qu'a pu se développer la culture de l'excuse. Voilà, la culture de l'excuse. Le meilleur exemple, c'est l'affaire Pierre Palmade, qui, alors qu'il est condamné à 2 ans de prison, sort au bout de 6 mois parce que on estime que ces problèmes d'addiction, etc., l'emportent. On est moins dans le fait que dans l'intentionnalité. Le problème, c'est qu'en termes d'exemplarité, ce que devait être la peine, je rappelle une parole d'un philosophe du XVIIIe siècle, Joseph de Maistre, qui disait le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours, il doit menacer et punir. Peut-être que cette queue de comète va nous inspirer et revenir à du bon sens, faire en sorte que la prison soit exemplaire, c'est-à-dire qu'on n'ait pas du tout envie d'y aller, parce que pour l'instant, le crime paie. Donc, alors, je m'arrête sur ce que vous dites parce que on entend dire, j'entendais un débat, justement un ancien policier hier, sur une autre station, dire qu'il y a quelque chose, il y a une illusion qui est entretenue par certains détenus eux-mêmes, comme quoi la prison serait un endroit idyllique. Or, ça ne l'est pas, mais des détenus cherchent, en tous les cas, à renvoyer cette image de la prison comme endroit idyllique, ce qui aurait comme impact de ne pas dissuader, par exemple, les délinquants ou les potentiels délinquants en se disant, de toute façon, c'est cool d'être en prison. C'est une vue de l'esprit. Il faut être très pragmatique. La peine de prison doit être expiatoire et exemplaire pour dissuader les autres. Alors, je vais vous citer une anecdote. Au moment en Angleterre, à une époque, les pickpockets étaient pendus en place publique pour dissuader les gens des pickpockets. Et bien sûr, le monde des avocats disait oui, mais enfin, bref, dans ces exécutions publiques, il y avait des pickpockets qu'on profitait pour justement venir voler les bourses du public. Oui, sans doute. Mais est-ce qu'il était possible de quantifier le nombre de gens qui, justement, ont décidé d'arrêter d'être des pickpockets? L'exemplarité de la peine est essentielle. Voilà. Je crois que là, par contre, j'ai écouté les déclarations du ministre de la Justice et corrélativement celle du ministre de l'Intérieur, on voit bien qu'il y a une volonté, au moins dans la sémantique, d'aller vers plus de fermeté. Maintenant, à nous de voir ce que ça donnera. Alors, 2 choses avant de se quitter, Maurice Seignet, parce que c'est passionnant de vous entendre. Un des grands intérêts de votre livre, c'est que vous dites que la police souffre de dysfonctionnement et qu'elle est incapable d'autocritique. C'est pas forcément la faute des autres, ces problèmes. C'est ça que vous dites? Oui, c'est pas, si vous voulez, la police, moi, je suis resté constant de mes 21 ans jusqu'à mes 61 ans, vous voyez, dans mon engagement. Et j'ai vu, et c'est pour ça que j'ai voulu le décrire, j'ai vu le glissement sociologique de la police. Alors, en plus, il y a eu des réformes catastrophiques. Mais qu'est-ce que vous appelez le glissement sociologique? Le policier d'aujourd'hui n'est qu'une pâle figure du policier d'il y a 40 ans. Mais est-ce que pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas quand même un argument de vieux poulet? Oui, mais des fois, vous savez, c'est Platon qui disait apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Donc, j'invite les gens. Mais en quoi est-ce une pâle figure? Pardon? En quoi est-ce une pâle figure? L'investissement n'est plus du tout le même. L'investissement, comment vous dire, auparavant, quand on rentrait dans la police,
on modifiait sa vie personnelle par rapport à la mission, par rapport à ce que la mission nous imposait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va moduler la mission par rapport à nos aspirations. Et on le voit bien, cette débauche de revendications qu'il y a de partout. Est-ce que, vous l'avez évoqué à l'instant, et ce sera très court, est-ce que les ministres de l'Intérieur, depuis Nicolas Sarkozy, en passant par Manuel Valls, Gérard Collomb, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, n'ont pas quand même essayé d'améliorer les choses ? En termes de communication, sans doute. En termes d'efficacité, non. Je les inviterais à se remémorer ce que disait Clémenceau, le plus illustre des ministres de l'Intérieur. Le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. Merci. Et sans ça, la police ne peut plus rien pour vous. C'est absolument passionnant. Vous n'en avez pas entendu beaucoup des commissaires divisionnaires, vous citez Kierkegaard comme ça. C'est l'un des meilleurs arguments qui vous fera lire ce livre qui est absolument passionnant et qui est aux éditions de L'Artilleur. Merci beaucoup Maurice Signolet et merci d'avoir rafraîchi notre mémoire en matière de grands auteurs également. Merci beaucoup. Et très joyeuse Pâques sur le Figaro TV. On se retrouve mardi pour Point de vue, mais il y aura d'ici là d'autres émissions et donc vous restez avec nous sur le Figaro TV.